Il est 13 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le gouvernement Hachi Patrick II est connu depuis mercredi et hier jeudi, l'équipe gouvernementale qui est désormais resserrée à 32 membres s'est réunie donc en Conseil des ministres en présence du président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Viviane Aïma nous fera revivre cette première rencontre. Puis nous irons à Murano dans cette édition. C'est une des îles qui fait partie de la contrée de Venise en Italie. L'endroit est absolument magnifique et réputé pour sa longue tradition de la verrerie. De nombreux visiteurs s'y rendent pour découvrir le musée du verre qui retrace son histoire sur des siècles. Nos reporters Amadou Walter et Adama Kéré en reviennent. Ils nous en parleront. À la suite d'une opération militaire début avril au nord du Burkina Faso, des soldats s'en seraient pris aux populations civiles, faisant une centaine de morts dans les villages Sonkoundou, Ouassakore, Kacham, Tinrassan, qui se trouvent dans la réserve sylvopastorale du Sahel, une zone forestière qui est souvent refuge de terroristes. On va démarrer cette édition avec cette activité du président de la République. Hier jeudi, le chef de l'État a reçu l'ambassadrice de la RDC en Côte d'Ivoire. La diplomate est en fin de mission, une très longue mission. C'était toujours au palais de la présidence de la République. Et Viviane Aïma a assisté à cette audience pour vous. Après plusieurs années passées en Côte d'Ivoire en tant que chef de mission diplomatique de son pays, la République démocratique du Congo, l'ambassadeur Isabelle Iboula Ngangeli est en fin de mission. Avant de regagner son pays, elle a été reçue ce jeudi 21 avril par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Comme je dois rentrer au pays, je suis venu dire au revoir au président de la République. Les relations diplomatiques, je veux dire, entre la Côte d'Ivoire et la RDC sont au beau fixe. Donc les relations datent depuis les indépendances des deux pays. Je crois que depuis mon arrivée ici, la coopération a évolué normalement. Alors je pense que dans l'avenir aussi, elle va continuer et puis ça ne va souffrir d'aucun problème. Son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli, ambassadeur de la République démocratique du Congo, était de fait la plus ancienne parmi les chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire depuis ces 12 dernières années. Hier jeudi était aussi jour de conseil des ministres. La toute nouvelle équipe gouvernementale formée la veille s'est réunie pour la première fois autour du président Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence de la République. Retour sur cette rentrée des classes du tout nouveau gouvernement, toujours avec Viviane Aïma. Tout comme le sont ceux qui viennent de réussir à un précieux concours, ils étaient particulièrement heureux et fiers d'avoir été retenus pour poursuivre la noble et exaltante mission gouvernementale. En ce premier jour de rentrée du nouveau gouvernement, ils étaient presque tous là. Un seul absent, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, en mission. Ce premier conseil des ministres se voulait une réunion de prise de contact entre le président de la République et les membres du gouvernement. Le rôle est revenu au Premier ministre Patrick Hachi d'exprimer au président de la République la reconnaissance de la nouvelle équipe gouvernementale, son dévouement et son engagement à réaliser les orientations fixées au programme d'action gouvernemental. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez, lors de ce congrès, bien voulu renouveler votre confiance en ma modeste personne en me reconduisant en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Cela m'honore et cela m'oblige. Cela m'honore de continuer à bénéficier de la proximité de ce grand homme d'État, de ce président que vous êtes et que notre pays a la chance d'avoir, de bénéficier de son apprentissage éclairant, de son exigence légitime, de son ambition patriotique immense. Et cela m'oblige. Cela m'oblige de continuer de servir avec excellence, abnégation et humilité votre vision pour une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, la nouvelle équipe gouvernementale, qui compte désormais 32 membres, mesure à sa juste valeur l'insigne honneur qui lui est fait et l'ampleur de la responsabilité qui est la sienne, dans la poursuite de l'œuvre de construction nationale et de transformation socio-économique que vous menez depuis plus d'une décennie, avec vos gouvernements successifs et l'engagement du peuple de Côte d'Ivoire.
Je voudrais ainsi vous traduire, Excellence, au nom de chacune et de chacun des membres de ce nouveau gouvernement, leur profonde reconnaissance pour l'extraordinaire marque de confiance témoignée à leur égard et vous assurer de leur pleine conscience de l'importance stratégique de la responsabilité nationale qui leur est ainsi confiée. Soyez certains de leur dévouement, comme de leur détermination à vous accompagner dans votre grande ambition de bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus belle, plus forte et plus riche. En retour, le président de la République, tout en assurant la nouvelle équipe gouvernementale de sa confiance, a donné certaines directives. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour la énième fois. D'abord, cette fois-ci, pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Vous le saviez depuis le jour de la dissolution du gouvernement que j'envisageais de vous renouveler ma confiance. C'est maintenant chose faite. Votre reconduction est la reconnaissance de votre compétence et de votre efficacité à la tête du gouvernement ainsi que de votre engagement au service de la nation. Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous félicite également pour votre nomination au sein du nouveau gouvernement. Vous êtes des femmes et des hommes compétents et de grande expérience. Je suis convaincu que vous releverez les importants défis que Monsieur le Premier ministre vient de vous présenter. Je voudrais remercier tous les ministres sortants pour leur contribution et surtout pour l'important travail accompli au service de nos concitoyens. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas démérité et je suis sûr qu'ils sauront mettre à la disposition de la nation leur expérience pour d'autres responsabilités. Monsieur le Premier ministre, au regard de la taille de certains ministères et les importants défis à relever, je demande que les choix des directeurs de cabinet soient soumis au préalable à notre validation. Et je vous demande, Mesdames, Messieurs les ministres, de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Je vous exhorte tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous votre autorité. Enfin, je vous demande à nouveau de faire preuve d'humilité dans l'exercice de vos fonctions et de considération à l'endroit de nos concitoyens. Félicitations. À la fin de la séance, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, dans son point de presse, a fait 2 annonces concernant l'ordre du jour du Conseil. Il y a eu 2 points de divers. Le premier point de divers a porté donc sur l'information de la nomination de M. Auto Kofi Emmanuel, anciennement directeur de cabinet donc, du Premier ministre, en qualité de directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le vice-président de la République. Enfin, donc, le second point, c'est la date du prochain Conseil des ministres qui est fixée au 4 mai. Le nouveau gouvernement est déjà mis au travail. Et c'est donc mercredi, au lendemain de sa reconduction à la primature, que Patrick Achi a dévoilé la composition de son équipe. Le nombre de ministres est donc resserré, comme le souhaitait le président Alassane Ouattara. La nouvelle équipe compte 32 ministres et parmi eux, 2 nouveaux entrants, Françoise Remarque et Mamadou Sangafoa Coulibaly. Qui sont-ils? Alexis Ouedraogo, dites-nous tout sur Françoise Remarque.
Elle est la nouvelle recrue du gouvernement ivoirien. Françoise Remarque, désormais ministre de la Culture et de la Francophonie, anciennement PDG de Canal Horizon Côte d'Ivoire. C'est d'abord en 92 qu'elle fait ses premiers pas dans le groupe, dans le cadre de la création de la filiale en Afrique. Depuis, grâce à ses performances, elle ne cesse de gravir les échelons en accédant à plusieurs postes de responsabilité. Mariée et mère de 3 enfants, Françoise Remarque est diplômée de l'École supérieure de commerce d'Abidjan et titulaire d'un exécutif MBA d'HEC Paris en 2004. Les prix et titres qu'elle obtient font les preuves de son abnégation au travail. Chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, elle reçoit en 2007 le prix d'excellence des bâtisseurs de l'économie ivoirienne. En 2009, le prix Émeraude des femmes actives dans le domaine du secteur privé. Tournée aussi vers le social, Françoise Remarque accompagne différents projets liés à la jeunesse, l'insertion des jeunes filles déscolarisées, la promotion d'actions d'entrepreneuriat culturel et sportive. Mamadou Sangafoa Coulibaly est le tout nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il fait lui aussi son entrée au gouvernement. On a fait appel au chef du service économie pour nous dresser son portrait. Allez-y, Lancine Bakayoko. Mamadou Sangafoa Coulibaly, nouveau patron du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en remplacement de Thomas Camara. Pour ce scientifique de 58 ans, né à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la salle du Conseil des ministres n'est vraiment pas une découverte. De mars 2010 à septembre 2019, Mamadou Sangafoa Coulibaly avait déjà occupé le poste de ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Producteur de mangue, il a courant 2000 été administrateur du Fonds de régulation et de contrôle café-cacao, tout comme du Centre de démonstration et de promotion de technologie. Mamadou Sangafoa Coulibaly a également exercé les fonctions de commissaire du gouvernement au sein du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, avant de prendre la présidence du comité de gestion de l'Institut national de formation agricole de Bingerville. Marié et père de 4 enfants, sa riche carrière professionnelle lui a également donné l'opportunité de siéger à la Commission nationale de supervision de l'identification ainsi qu'à la Commission nationale de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, toutes les deux dissoutes aujourd'hui. Mamadou Sangafoa Coulibaly est un pur produit de l'école ivoirienne, ayant fait la quasi-totalité de son cursus en Côte d'Ivoire, notamment au lycée scientifique de Yamoussoukro, où, auréolé d'un bac série C en 1986, il s'inscrit à l'université d'Abidjan, puis au prestigieux Institut national supérieur de l'enseignement technique, où il a décroché un diplôme d'études comptables et financières en 1992. Au plan politique, Mamadou Sangafoa Coulibaly est un cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Il est chargé du suivi de la réforme de la carte du militant. Le gouvernement est donc à nouveau au travail, formé après quelques jours d'attente. 32 membres, il est donc resserré. Le souhait du président de la République est que cette nouvelle équipe mette l'accent sur les questions sociales et sécuritaires. Quelques heures avant que ce gouvernement soit connu, c'est le nom du tout nouveau vice-président de la République qui était sur toutes les lèvres. Thiemoko Melia-Kone vient occuper ce fauteuil resté vide 21 mois durant. Et, à présent, tous les acteurs de l'exécutif sont à leur place. L'architecture institutionnelle est désormais complète. Un tout nouveau vice-président, un premier ministre reconduit dans ses fonctions, avec lui un nouveau gouvernement et à la tête de ce grand ensemble, le chef de l'État Alassane Ouattara à la barre. Fin d'une semaine de suspense. Tout commence le 13 avril 2022. Le Conseil des ministres acte la démission du Premier ministre et son gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. Les ministres doivent évacuer au plus vite les affaires courantes, souffrent de longs jours d'attente au sein des populations, avec leur lot de préoccupations. Le nombre était quand même pléthorique, quand même, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il faut des sous, hein, il faut des sous, tout cela pour payer tout ce monde-là.
Je pense que si on réduit quand même le gouvernement, ce sera plus efficace. Voilà, et puis on va travailler, l'État aussi pourra faire des économies. Il y a le dossier brûlant de la cherté de la vie aujourd'hui qui est une véritable épine pour l'ensemble du peuple ivoirien. On l'atteint également sur cet aspect-là. Il faut vraiment que les choses soient faites. Et nous attendons vraiment de ces nouveaux gouvernements, et surtout la paix, côté de la paix, voilà, et puis le développement aussi. Il y a assez d'incivisme en Côte d'Ivoire. Il faudrait que franchement le gouvernement puisse faire un travail de fond pour vraiment éduquer la population et vraiment nous sensibiliser vraiment au respect de notre patrimoine. Dans l'attente de ce nouveau gouvernement, un congrès est convoqué à Yamoussoukro le 19 avril. La capitale politique cristallise toute l'attention pour l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation. 2 annonces y sont faites, celle de la nomination du vice-président Mielektie Mokokone et la reconduction du Premier ministre Patrick Achi. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Mon choix pour occuper le poste de vice-président, Monsieur Tchemoko Meïlie Kone. Avec ces annonces, les choses s'accélèrent. La prestation de serment du nouveau vice-président le mercredi 20 avril qui met fin à 2 années de vacances de poste. Nous avions un maillon de l'exécutif qui n'était pas fonctionnel, la vice-présidence. Alors cela pouvait susciter des inquiétudes, d'autant plus que le vice-président, contrairement aux apparences, parce qu'on dit qu'il a des pouvoirs délégués, des pouvoirs que le président de la République peut lui confier ou conférer à discrétion, mais il a tout de même un rôle important dans la nouvelle architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Parce que, comme vous le savez aussi, la dévolution successorale du pouvoir présidentiel se fera désormais non pas entre 2 pouvoirs, c'est-à-dire entre l'exécutif et le Parlement, mais bien entendu au sein de l'exécutif. Dans la foulée, le nouveau gouvernement est dévoilé. Une équipe resserrée de 32 membres, 7 femmes, 11 sortants et 2 entrants, dont un visage nouveau à la culture. Je vais déjà écouter et bien sûr m'imprégner de toute cette vision et évidemment travailler avec les acteurs du secteur culturel. Ce sont des secteurs extrêmement importants. D'ailleurs, ce sont des secteurs qui sont placés comme étant prioritaires dans la vision du président de la République dans le cadre du plan 2030. Le premier conseil des ministres programmé ce jeudi trace lui les sillons de la vision du chef de l'État, celle d'une équipe gouvernementale engagée, intègre et surtout dévouée au service des populations. Fin donc d'une semaine de suspense. Le gouvernement en ordre de bataille pour le bien-être des populations, un document qui porte la signature d'Alexis Ouedraogo du service politique de RTI1. Une autre mission du gouvernement, c'est de veiller à la bonne santé des populations et depuis 2 ans, chaque lever de soleil est un nouveau jour de combat contre le coronavirus. Encore 5 cas sont venus hier grossir le nombre de malades de Covid en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à 81 875 cas confirmés depuis le début de la pandémie. 13 cas sont encore actifs et on déplore jusqu'à 799 décès. Il faut continuer à adopter les gestes barrières, même si vous êtes vacciné. Et si vous avez plus de 12 ans et que vous n'êtes pas encore vacciné, alors il faut le faire au plus vite. C'est une recommandation du ministère de la Santé. Afin de répondre à l'urgence climatique et environnementale, le modèle de l'économie circulaire est prometteur car respectueux de l'environnement et créateur d'emplois. C'est dans ce cadre donc que la Fondation Écoéthique a initié une conférence de presse pour sensibiliser les populations, en particulier la jeunesse, aux enjeux du développement durable à travers la promotion de l'économie circulaire. Patricia Omouetia nous explique tout ça. Sensibiliser les populations, en particulier la jeunesse, aux enjeux du développement durable à travers la promotion de l'économie circulaire, de l'éthique et la vulgarisation des critères environnementaux et sociétaux. Telle est la mission que s'est assignée cette fondation qui œuvre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la perte de la biodiversité. Souhaitons véritablement que les entreprises, à travers la responsabilité sociale de la RSE,
puisse contribuer de façon considérable à la lutte contre le réchauffement climatique avec des stratégies qui permettent de réduire l'empreinte écologique de toutes les entreprises. Toujours selon la présidente, le lancement des activités de la Fondation vise à renforcer les capacités en responsabilité sociétale des entreprises, encourager la transformation des matières résiduelles et accompagner les initiatives d'entrepreneuriat social et digitaliser le recyclage. On en vient maintenant à cet atelier organisé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, un atelier sur l'adéquation formation-emploi à laquelle a pu prendre part le ministre Adama Camara. Il s'est agi entre autres sujets abordés de la réforme de la formation professionnelle. Le témoignage de Grace Kando. L'adéquation entre la formation et l'emploi, un sujet au cœur d'une rencontre. Le ministère de l'Enseignement technique en 2021 a proposé 2 axes principaux concernant l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Il s'agit de l'école de la deuxième chance et de l'académie des talents. L'école de la deuxième chance vise à former au métier les diplômés sans emploi, les déscolarisés et les non scolarisés, à l'effet de leur assurer une insertion professionnelle certaine et durable. De même, l'académie des talents, programme phare du ministère, est destiné à créer un écosystème constitué d'établissements réhabilités ou construits, de partenaires académiques et du secteur productif en vue de mettre à la disposition des entreprises des diplômés de qualité. Selon le ministre de l'Emploi, des études menées ont démontré le déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi. Face à cette situation, de nombreuses actions ont permis d'apporter des réponses à cette problématique. On pourrait ainsi citer, entre autres, la réforme de la formation professionnelle, avec comme axe principal le partenariat avec le secteur privé. La formulation de projets d'insertion des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, femmes, personnes en situation de handicap, hommes de plus de 35 ans, par la conduite d'activités génératrices de revenus. La conduite d'études relatives à la promotion d'emplois dans des filières porteuses et à fort impact d'emploi en lien avec des ministères concernés par le TIC, l'environnement, l'agro-industrie. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale invite à une synergie d'action en vue d'accélérer les différentes réformes des politiques de la main-d'œuvre et d'emploi en cours. On met à présent le cap sur Murano, cette île de la contrée de Venise en Italie. Murano est un bel endroit, je peux vous le garantir. Mais Murano a surtout une tradition de la verrerie. Le verre sous toutes ses formes, comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Des lustres, des bijoux et des pièces uniques en verre. Walter Amado Ouattara et Adama Kéré ont fait plaisir à leurs yeux. Ils y étaient. Ils ont même pu visiter le musée du verre qui retrace l'histoire de l'île sur des siècles. Visite guidée donc avec nos envoyés spéciaux. On trouve quelque chose qui coûte dans les 500, 600 euros. Par exemple, je prends ça, que c'est vraiment splendide. Il y a des morceaux en verre qui sont soufflés. Malgré cet accent italien, rassurez-vous, vous l'avez bien entendu. L'objet, qui à vue d'œil est d'une simplicité physique, coûte plus de 350 000 francs CFA. Fluvio, directeur à la vente à la verrerie artistique Vivarini de Murano, et son équipe nous feront découvrir d'autres bijoux et des pièces plus chères que celui qu'il vient de présenter à l'instant. Ici sont exposées au moins 8000 œuvres artistiques ou utilitaires indispensables pour le quotidien de l'humain. Des pièces uniques en verre, toutes aussi belles les unes que les autres. Elles sont entièrement réalisées à la main. On a juste fait un petit coupe coloré et un petit cheval qui c'est massif. La température du four, comme déjà dit, c'est de 1200 degrés centigrades. À l'intérieur, il y a du sable. C'est un sable blanc, c'est le sable de silice qui s'est mélangé avec la soude, la chaux et la potasse. Ces 4 composants sont à l'intérieur du four. Il y a des briques de matériel réfractaire
Et le four, c'est toujours un travail 24 heures. Pour les couleurs, on ajoute différents oxydes minéraux. On utilise du cobalt pour le bleu, du cuivre pour le vert, des sélénium avec de l'or pour le rouge. Il n'y a pas une école, mais il faut 10 ans, 12 ans d'expérience pour devenir de maître verrier. Dans l'île de Murano, on a encore aujourd'hui 50-51 différents ateliers. Et chaque atelier a une famille différente et une spécialité différente du travail. Après la démonstration de la fabrique des pièces, l'histoire de quelques grands maîtres qui l'ont marqué. Nino Signoretto, c'est le plus important maître verrier qu'on a eu le plaisir de travailler avec depuis, disons, le début de notre histoire, pendant les 1967. La collaboration a duré jusqu'au 2017 quand, malheureusement, au-dedans de l'usine, il a eu un malheur et il est mort dans son usine en faisant la dernière pièce que nous, on a encore chez nous et que nous ne vendons pas. Vous voyez les maîtres travailler avec les instruments qu'ils usent. Ce sont les mêmes qu'il y avait à Milan. Parce que si vous avez la chance d'aller à quel que soit musée qui partent vers et voir l'iconographie des instruments, ce sont toujours les mêmes avec les mêmes noms. Depuis des siècles, la tradition se perpétue et la forge continue de garder son style ancien lié à l'art de Murano des 15e et 16e siècles. Après avoir admiré des verres d'une incroyable légèreté, les glaces gravées et décorées, les vases aux formes et aux couleurs différentes, les sculptures modernes, on ne peut pas tous les citer, la délégation ivoirienne ne cache pas sa volonté de s'en inspirer. Il s'agit pour nous de comprendre d'abord le génie industriel, de saisir le génie artistique, y compris les techniques de verroterie, mais aussi le modèle économique. De s'en inspirer pour pouvoir nous-mêmes mettre en place notre propre modèle de développement. Et c'est le sens de la mission qu'a autorisée Madame le ministre de la Culture. Disons-le, haut et fort, ici, on vit de l'artisanat. Je vous l'ai dit, Murano est à découvrir. Malheureusement, la beauté de Murano et de ses pièces uniques laisse place à la désolation. La désolation, une centaine de morts à la suite d'une opération militaire début avril dans la région de Loudalan, dans l'extrême nord du Burkina Faso, à quelques kilomètres des frontières maliennes et nigériennes. Des soldats s'en seraient donc pris aux populations civiles, faisant cette centaine de morts. Sokundo, Wassakore, Kacham, Tinkrasan, ces villages auraient été attaqués la semaine dernière par ces soldats burkinabés, des localités qui se trouvent dans la réserve sylvopastorale du Sahel, une zone forestière qui sert souvent de refuge aux terroristes. Et ces violences ont donc provoqué d'importants déplacements de population, près de 4000 selon des sources sur place, vers les localités de Gorom-Gorom, Marcoy et de l'autre côté des frontières. Merci de nous avoir suivis et à demain, 13h.